cet athlète olympique et surtout l'athlète paralympique est inspirant par son histoire. Parce qu'au-delà de sa performance sportive, il a une histoire individuelle qui fait qu'il se retrouve dans un bassin, sur une piste d'athlée. Parce que moi, je le dis souvent, pour moi, j'ai mis ma colère. J'ai mis ma colère de l'incompréhension de mon handicap dans les allers-retours dans cette piscine. Cette colère, j'en ai pris une force et c'est comme ça que j'ai pu faire des performances à ce niveau-là et durer autant d'années. Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est déjà, que je dis toujours, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire que déjà, c'est à la personne de se mettre en œuvre des moyens, ou en tout cas d'essayer de s'entraîner pour voir si la compétition de haut niveau, elle peut marcher. Ça, c'est une première étape. Teste-toi. Bonjour à tous, ici Renan Bronchard sur la clé du succès. Alors, il y a des choses qu'on pense inaccessibles. Alors, battre un record du monde à presque 40 ans, gagner 8 médailles olympiques, être 12 fois champion du monde, permettre à une équipe en quête de résultats de tout gagner, ou devenir la première femme championne d'Europe, championne du monde, championne olympique la même année. Eh bien, il y a des personnes qui y sont parvenues. Et le but du podcast est de décrypter les clés de leur réussite pour vous inspirer, vous aider à casser vos barrières, vous accompagner dans vos objectifs, connaître en quelque sorte leurs recettes qui leur ont permis d'atteindre un réel succès ou tout simplement vous permettre d'en savoir un peu plus sur eux. Alors je vous propose 3 formats sur le podcast. Celui d'origine pour discuter avec les personnalités qui entourent les athlètes. Entraîneurs, mentors, kinés, préparateurs mentaux, sportifs, nutritionnistes qui dans l'ombre font briller les sportifs que nous connaissons tous. Ensuite, les portraits d'athlètes où on partira à la rencontre des sportifs à succès qui s'entraînent dur et qui relèvent chaque jour des défis de plus en plus grands. Enfin, le dernier format reconversion où on parlera avec d'anciens athlètes de haut niveau qui nous ont marqués et qui sont passés à autre chose. On retracera leur parcours et surtout, on découvrira comment et dans quoi ils se sont reconvertis. Alors, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour être au courant du nouvel épisode qui sort toutes les 2 semaines, le mercredi matin. Et une dernière chose, vous êtes très nombreux à écouter le podcast, mais peu à en parler autour de vous. Donc la première chose, si vous avez un iPhone ou un Mac à portée de main, allez maintenant mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire gentil. Ça vous prend même pas 1 minute, top chrono à partir de maintenant. Mais ça m'aide beaucoup pour convaincre de nouveaux invités à venir sur le podcast et vous proposer un contenu toujours au top. La seconde, parlez du podcast sur les réseaux, je vous repartagerai, ou parlez-en à au moins 3 personnes autour de vous. Ils seront contents de découvrir un nouveau podcast qui vous a plu. Allez, je vous souhaite une très bonne écoute et j'espère que ces échanges vous inspireront autant qu'ils m'ont inspiré à les enregistrer. Bonjour Ludivine, bienvenue sur le podcast. Bonjour Renan, merci de m'inviter sur ce podcast. Eh ben, c'est avec grand plaisir. Si tu es d'accord, je vais essayer de commencer par te présenter du mieux que je peux et puis après, on commencera notre échange. Je t'écoute. Alors, Ludivine Munoz, tu es née un 27 août à Nantua dans l'Ain. Ta carrière sportive s'étend de 92 à 2004 avec 12 médailles olympiques sur 3 Olympiades, 14 médailles en championnat du monde, 25 médailles en championnat d'Europe. Assez impressionnant comme palmarès, on va dire. Alors, fun fact, tu es aussi la plus jeune française à recevoir à l'époque la Légion d'honneur en 96. Alors ta progression a été hyper rapide. À 12 ans, tes premiers championnats de France remportés, tu intègres l'équipe de France et l'année suivante, tu es sacrée championne du monde avec un record du monde à la clé en papillon. Et tu décides d'arrêter ta carrière au sommet de celle-ci en 2004 après 4 médailles olympiques à Athènes. Ton après-carrière, tu l'as plutôt bien réussi, on va dire, fiscaliste pour EDF, puis manager, chef de pôle ressources pour terminer DRH d'une filiale d'EDF, poste que tu quittes en avril 2020. On y est là pour devenir responsable intégration paralympique Paris 2024 auprès du comité d'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024. Donc, bienvenue Ludivine, et on va commencer par le début. Je crois que tu commences vers 11 ans, la natation. Est-ce que tu as testé d'autres sports avant et pourquoi la natation? Pourquoi t'es allé vers là? Alors à 8 ans, mes parents prennent la responsabilité de m'apprendre à nager grâce à un entraîneur particulier. Comme tout enfant, on se dit que pour pouvoir avancer dans les sports futurs, il faut au moins savoir nager. Et il s'avère que rapidement, on se rend compte que l'eau pour moi est un milieu qui est très naturel, où je me sens super bien et surtout j'ai cette sensation d'apesanteur sans prothèse. Donc on voit tout de suite déjà que j'aime l'eau. Et arrivé en 6e, la réalité s'impose à moi. On se dit que je peux plus continuer le sport au collège parce que souvent l'entraînement débute par une course et un relais ou en tout cas un départ en forêt pour aller faire des randonnées.
Et là, ça devient compliqué puisque je suis amputée. Alors, je dis amputée, mais c'est une agénésie de naissance du membre inférieur et supérieur droit. Donc, j'ai une prothèse. Et la limite dans ma pratique sportive, c'est vraiment courir, marcher longtemps. Donc, on se dit, ben, j'arrête le sport à l'école, mais c'est pas possible pour un enfant de ne pas pratiquer du sport. Et c'est là que mon prothésiste dit, bah, il existe handisport. On va t'inviter à aller voir une journée de démonstration. Il nous donne les coordonnées d'handisport à Lyon, parce que j'étais en banlieue de Lyon. Et c'est là que je découvre la natation handisport. Lors de cette journée d'ouverture, forcément, un entraîneur m'a repéré par mes qualités de, pas de nageuse, puisque je ne sais pas encore ni faire du papillon, ni faire du crawl, mais plutôt par ma capacité à flotter, par ma capacité à aimer l'eau et puis à me déplacer sans difficulté. Et il repère mes parents, il vient leur discuter avec eux pour leur dire pourquoi on n'essaierait pas au moins une compétition régionale, ou en tout cas lui apprendre à nager dans le cadre de la pratique sportive. Et c'est comme ça que je me retrouve à mes premiers championnats départementaux, mes premiers championnats de France, et surtout, je fais mes premiers championnats de France juste après les retours des champions paralympiques de Barcelone en 1992. Et je pense que Ok. pour moi, c'est vraiment le déclic où je me retrouve face à ces athlètes de haut niveau qui me racontent l'ampleur exceptionnelle que peuvent représenter les Jeux paralympiques. Et ça devient ma passion, ça devient ma motivation première de me dire, ils ont une vie parallèle à leur vie professionnelle, leur vie familiale, qui leur permet de traverser le monde entier, d'aller faire des compétitions qui sont regardées à la télévision, qui sont regardées dans les médias. Et c'est comme ça que je me dis, pourquoi pas moi? Pourquoi ne pas m'entraîner un peu plus pour essayer? Et c'est comme ça que je suis qualifiée à mes premiers championnats d'Europe à 13 ans. Ouais, c'est impressionnant. Et du coup, tu as ce premier objectif déjà dans ta tête, même si c'est le tout début pour toi, à 12-13 ans, de viser les Jeux Olympiques, du coup, quand tu vois ces athlètes? Je suis pas quelqu'un qui fonctionne tout de suite sur la plus haute marche du podium. Je suis quelqu'un qui a besoin d'aller par étapes pour vérifier que chaque moment est accessible. C'est difficile de vivre avec un moment d'échec, on en vit tous et j'aurai l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard parce que toutes ces médailles, elles passent aussi par des échecs, des disqualifications, des quatrièmes places. Et forcément, j'ai besoin d'aller étape par étape et de me fixer un objectif atteignable. Donc mon premier espoir, c'était d'être sélectionné au championnat d'Europe Espoir 93, qui est plutôt réservé aux jeunes, quand c'est post-Jeux paralympiques, souvent les gens soit arrêtent leur carrière, soit prennent une année de repos. Et c'est comme ça que je me retrouve avec de la place pour moi en 93 au championnat d'Europe Espoir. Et je me dis, pourquoi pas une médaille? Bon, je reviens avec quelques médailles. Et après, je vise forcément les championnats du monde. 94, Malte, où là également, je ramène une médaille d'or. Et c'est là que je commence à rêver Jeux paralympiques 96. Ouais, c'est par étapes. Et comme qui dirait l'autre, bon, là, on est en plus dans le courant fusée, parce qu'on entend parler des fusées, mais pour construire une fusée, on peut pas construire de 0 à 1 une fusée entièrement. Il faut passer par plein d'étapes avant pour la construire entièrement. Et ouais, c'est une bonne chose, mais c'est marrant parce que ça dépend vraiment des athlètes, tu vois, que j'ai eu sur le podcast, où certains, ils vont viser direct, ils ont besoin d'avoir cet objectif final dès le début, en fait, et d'autres qui vont monter par step, et finalement, bon, ça a bien fonctionné. T'avais que 12 ans, 12-13 ans, donc quand tu as commencé la natation à haut niveau, vraiment, d'après ce que j'ai vu, on peut dire. Et tu as fait de suite, tu as eu beaucoup d'alternance en fait entre études et sport. Et au final, j'ai vu que tu avais passé 100% sport que un an dans toute ta carrière, vers la dernière année en plus, je crois, ou une des dernières années. Euh, du coup, comment t'as pris part, comment t'arrivais à gérer donc ce haut niveau et donc tes études? Quel était ton rythme d'entraînement, on va dire, et comment t'as concilié, tu vois, cette vie au très haut niveau où il faut quand même un entraînement, on le sait, des heures et des heures et des heures de natation, j'imagine, et aussi tes études que t'as continué brillamment? C'est exactement ce point, je trouve que tu as énormément bien retracé ma carrière sportive et ma carrière scolaire. C'était vraiment le point le plus difficile. C'est-à-dire que pour viser l'étape supérieure après les championnats d'Europe, après les championnats du monde, quand on envisage de viser les Jeux paralympiques, forcément l'entraîneur explique les sacrifices supplémentaires que ça va demander, les quantités d'entraînement supplémentaires que cela impose. Et c'est là qu'on regarde le niveau scolaire en parallèle et on se dit waouh, c'est pas terminé et on va franchir quelques étapes difficiles. Donc jusqu'en seconde, j'ai pas eu le sentiment que c'était compliqué parce que les travail demandé à côté de l'entraînement était encore accessible. Quand je travaillais le week-end sur mes devoirs, ça suffisait pour passer les étapes scolaires jusqu'en seconde. C'est vraiment à partir de là où ça s'est complexifié et j'ai eu le sentiment de faire des sacrifices personnels importants parce qu'à part nager et travailler pour les études, je faisais rien d'autre. Et souvent, j'en ai beaucoup souffert en rentrant dans la vie active parce que j'avais pas de culture
autres que celle de la natation et des études. J'avais pas eu le temps de m'ouvrir au monde de la culture, au monde de l'art, parce qu'une fois que j'avais dépassé mes heures d'entraînement, parce que je nageais tous les jours, tous les soirs après l'école, j'allais m'entraîner. Jusqu'en première, j'ai fonctionné comme ça. Et tous les stages, enfin toutes les vacances scolaires, je nageais en stage 2 fois par jour. Ce qui implique qu'une fois que j'ai fini mes devoirs et terminé les entraînements de natation, il ne me restait plus de temps, ou le reste, je le gardais pour dormir, aller chez le kiné et me reposer. Donc la lecture, la musique et l'art étaient quelque chose qui n'avait aucune place dans ma vie. Pour autant, quand on a un objectif qui se fixe et qui est évident pour soi, qui est la médaille d'or aux Jeux paralympiques, quand on fait tous ces sacrifices, ça paraît tellement évident, tellement facile, qu'on n'en Mhm. souffre pas du tout à l'instant présent. Au contraire, moi je me disais à chaque fois que je rentrais de vacances, mes copines, elles avaient pu aller au lac à côté de la maison, se baigner tous ensemble tout l'été. Alors oui, j'étais pas avec elles pour passer des bons moments. Pour autant, moi je revenais des États-Unis, je revenais des pays d'Europe, j'avais vécu des moments exceptionnels avec d'autres athlètes, enfin, des choses qui étaient inexplicable tellement c'était riche d'apports, que ce soit personnel ou d'entraînement. Donc jusqu'à ma première, on va dire que j'arrivais à combiner les deux sans difficulté. Et là, en première, c'est devenu bien compliqué puisque j'ai fait un bac scientifique quand même. Quelle idée, mais ça s'est très bien passé. Donc là, j'ai dû me faire aider. Je me suis fait aider par des profs particuliers qui m'aidaient à comprendre plus vite les cours pour pas perdre trop de temps sur mes devoirs surveillés. Je me suis fait aider par mes amis qui n'hésitaient pas du tout à m'accompagner quand j'avais du mal à comprendre un exercice ou une difficulté pour préparer un devoir. Et côté entraînement, l'entraîneur, il savait très bien que les jours où j'étais tellement épuisée, il allégeait un petit peu l'entraînement pour que je puisse me reposer. Et après, derrière, j'ai fait des choix dans mon parcours scolaire. J'ai passé un IUT après mon bac parce que justement, j'ai bien senti qu'en bac plus 2, dans une structure universitaire, on pouvait m'aider. Quand je ratais 3 semaines d'école, surtout à la rentrée scolaire, souvent les compétitions paralympiques, elles sont en septembre. Championnat d'Europe comme les Jeux. Et forcément, on arrive après la bataille de la rentrée. Ouais. Donc les binômes se sont déjà créés, les gens ont déjà leurs repères, les gens ont compris comment travailler, et moi j'arrive après. Donc dans une structure en IUT, déjà j'étais sûre d'avoir un bac plus 2 au bout de 2 ans, c'est énorme. Et puis surtout, j'avais des professeurs qui étaient prêts à me redonner les cours, à m'accompagner, à me retransmettre les travaux dirigés, et puis à me refaire passer des examens que je ratais en rentrant. Donc c'est pour ça que pareil, toujours sur cette notion d'étape, je fais un bac plus 2, et alors, c'était des années quand même compliquées parce que j'arrive à Lyon. J'étais étudiante à Oyonnax jusqu'en terminale, et ensuite on bascule à l'université. Et là, il faut changer de club. J'étais toujours licenciée au club d'Oyonnax en tant qu'athlète olympique et paralympique, c'est-à-dire j'avais une licence côté natation valide et également côté handisport. Mais par contre, à Lyon, personne m'attendait. Et là, c'est Oui. plutôt la dimension trouver un club qui s'investisse avec moi pour m'accompagner vers les championnats d'Europe et vers les Jeux de Sydney. Ça a été compliqué. J'ai pas trouvé tout de suite une structure qui s'intéressait à ce que je faisais dans l'eau. Et forcément, mes médailles aux Jeux de Sydney s'en sont ressenties puisque je fais une médaille d'or, une argent et une bronze, alors que j'ai 20 ans. Donc, c'est dans les meilleures années en termes de capacité physique. Et on voit bien que mes résultats étaient moins bons, je peux le dire. Ouais. C'est pour ça Oui, que parce j'ai. qu'après, sur d'autres jeux, t'as fait beaucoup plus de médailles. Et surtout Mais que la c'est. médaille d'or, elle est en relais à Sydney. Et j'ai pas de médaille d'or en individuel à Sydney. Ouais. Et c'est pour ça que quand je termine mes études à 23 ans, je me dis, je veux faire que ça pendant 1 an pour atteindre la meilleure performance physique, la meilleure performance dans l'eau, pour être certaine que le chrono qui s'affichera aux 50 mètres nage libre, puisque c'était ma spécialité quelques années, il sera le meilleur de toute ma carrière. Et effectivement, je fais 36,02, c'est ma meilleure perf de toute ma carrière. Mon entraîneur dirait encore, elle valait 35,99. Voilà. Mais j'ai fait un choix, c'est de ne pas poursuivre les années après pour justement tenter ces 3 centièmes qui, pour moi, étaient inatteignables quand on mesure la capacité à s'entraîner et puis les douleurs physiques. Ouais, c'est incroyable ce que tu dis. Et alors justement, ça me fait rebondir parce que j'en ai parlé beaucoup avec Trésor Makunda de ça, des structures, parce que tu as changé du coup de structure à Lyon. Lui, tu vois, il avait cette difficulté au départ. Trésor, il me disait, quand il a commencé, parce qu'il a commencé il y a hyper longtemps, lui aussi, il a sa 4e Olympiade, je crois, il va faire à Tokyo. Et il me disait que lui, au départ, quand il a commencé l'athlétisme, le handi athlétisme, c'était vraiment archaïque, c'est-à-dire qu'il y avait son entraîneur, il n'y avait pas de guide, vraiment, quand il a commencé dans son club, c'était l'entraîneur qui lui disait à gauche, à droite, pour suivre, ce qui paraît complètement fou maintenant. Mais est-ce que, justement, toi, quand tu commences, ou quand tu vas à Lyon, est-ce que dans les structures, c'était hyper encadré? Est-ce qu'on avait l'habitude, justement
des disciplines paralympiques ou pas du tout? Est-ce que maintenant ça a évolué dans chaque club, il y a quand même des structures? Comment ça si tu peux me faire un état des lieux un petit peu de ce que toi tu as vécu et ce qui est un peu maintenant? Alors oui, ça a énormément évolué puisque maintenant, on retrouve souvent, des jeunes en situation de handicap qui s'entraînent dans n'importe quel club avec une appétence pour l'entraîneur à se poser les bonnes questions et à se dire effectivement par rapport à la déficience ou par rapport à la capacité de la personne, comment je vais accompagner le geste dans l'eau. Donc moi, quand je suis arrivée, j'avais quand même en toile de fond cet entraîneur qui m'a repérée au niveau handisport, même si j'ai pas pu m'entraîner toutes les années dans ce club parce que forcément, quand on déménage, quand on bouge avec ses parents, eh ben, on n'est pas forcément dans le club qui est le plus facile et plus développé au niveau handisport. Donc quand je suis rentrée en club valide, c'est-à-dire en club qui n'avait pas du tout de compétences pour les Jeux paralympiques, je suis rentrée donc en 1996 sur Oyonnax qui m'a proposé de créer ma propre section et de m'accompagner en club autonome avec une section handisport. L'entraîneur s'est posé des questions pour m'accompagner et a réfléchi pour m'accompagner. Mais il est certain qu'il aurait eu une formation supplémentaire sur la technique liée au handicap nous aurait permis de gagner du temps. Pour autant, j'ai vraiment rencontré quelqu'un qui s'est posé les bonnes questions et avec qui on a avancé tous les deux, surtout sur une performance de haut niveau. Et c'est sûr, quand je suis arrivée à Lyon, j'avais l'impression de revenir en arrière, puisque je retombe dans un club qui n'a pas du tout cette compétence, ou en tout cas qui se pose pas les questions de la performance avec le geste dans l'eau. C'est vraiment ça qui est important. Parce que s'entraîner dans une ligne d'eau avec le club, c'est facile. On allégeait un tout petit peu les distances. C'est-à-dire que quand un nageur qui n'a pas de situation de handicap nageait 5 kilomètres, moi j'arrivais à en faire 4. Donc à chaque fois, au lieu de faire un 1500 mètres chrono, moi je faisais un 1000 et ainsi de suite. On adaptait la distance. On n'adaptait pas forcément le temps de récupération, mais on adaptait la distance. Par contre, le geste technique qui amène à la meilleure performance, celui qui est la plus efficace dans l'eau, c'est sur cette partie-là qu'un accompagnement au départ de chaque entraîneur gagnerait du temps pour arriver à comprendre quel est pour moi le meilleur geste pour aller plus vite. Ça, je Oui. l'ai découvert avec les années avec l'entraîneur. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est différent parce que tout le monde se pose la question du parasport et on avance sur ce niveau-là. Et c'est sûr, c'est plus facile. Ouais, complètement. Mais alors du coup, justement, quand tu vois ça, tu vois ce problème-là, ce pain point, on va dire, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu te dis pas, bah, on va en parler juste après ta reconversion, mais j'y viens, mais est-ce que tu te dis pas: «Bah, j'ai envie de me reconvertir là-dedans»? Il y a peu de coachs qui sont expérimentés, et est-ce que j'aurais pas un impact à justement maintenant je connais, j'ai eu des entraîneurs, qui m'ont appris tout ça. Est-ce que j'aurais pas un impact sur les prochains, sportifs en situation de handicap, pour les aider à aller justement connaître cette expertise technique, connaître quel est le meilleur mouvement pour atteindre la meilleure performance? Est-ce que tu te dis pas: «Il faut que j'aille vers ça quoi, vers le coaching, vers l'entraînement»? Alors, excellente question. Je trouve qu'aujourd'hui, la Fédération française handisport, qui est la section compétente sur la natation, puisqu'on peut avoir en fonction du sport qu'on pratique, soit c'est la FFH qui porte la discipline, soit c'est directement la fédération comme le triathlon, la FFT, qui porte la partie paralympique. Donc tout ça pour dire, c'est qu'aujourd'hui, ça a tellement évolué que des entraîneurs qui sont compétents et qui développent justement la notion de performance, et on connaît Sami El Guedari, qui est le responsable de la dimension natation de haut niveau à la FFH et qui a été dans Danse avec les stars et qui a fait de belles choses aussi. Il a la compétence et il transmet cette compétence en tant qu'entraîneur à toutes les sections qui en ont besoin. Et c'est pour ça, et on reparlera un petit peu plus tard de pourquoi je suis partie d'EDF pour rentrer à Paris 2024, c'est pour apporter quelque chose au développement de la pratique sportive. Mais je le ferai pas en tant qu'entraîneur. Pourquoi? J'ai une incapacité à faire souffrir quelqu'un. Je m'explique. Pour réussir dans la performance sportive, forcément, ça passe par des moments difficiles où le corps doit dépasser ses propres limites. Donc, ça passe par des moments d'entraînement dans la douleur, dans la difficulté. Et ça, j'en suis incapable. Je suis incapable de faire vivre à quelqu'un ce que j'ai été capable de m'imposer à moi-même. Je l'ai fait, hein, j'ai fait des 10 fois 100 mètres, départ 2 minutes, je me rappellerai toute ma vie, il pleuvait, c'était super dur, j'avais plus que 5 secondes de récup à la fin. Et j'en ai vomi, hein, je suis allée aux toilettes, j'ai donné mes tripes et je suis retournée dans l'eau avec un sucre. Et ça, je suis incapable de l'imposer à quelqu'un. Alors que c'est par là qu'il faut passer. Pour réussir sportivement, il faut passer un effort sportif intense. Ouais, Donc, non, repousser ses voilà, limites, d'accord. tout à fait. Oui, mais tu le fais d'une autre façon, comme tu dis. Alors avant tout ça, avant ton rôle de maintenant, donc ta reconversion, je sais pas si elle était facile ou pas, mais j'ai l'impression, d'après ce que je vois, d'après ce que j'ai lu, que ça a été facile parce que j'ai l'impression que tu avais bien prévu ton coup, tu as suivi des études, donc tu le dis, un bac S, licence de droit, maîtrise de droit des affaires, je lis tout le pédigré, un DESS de certificat d'aptitude à l'administration des entreprises IAE. Finalement, tu as passé, comme on le dit, qu'un an à 100%, au sport en 2004.
j'ai l'impression que tu l'avais bien préparé, ton chemin de carrière, non? Est-ce que tu avais déjà prévu de faire ça à la suite, d'intégrer, l'EDF, c'était tout préparé tout ça, sur ton chemin? J'ai surtout essayé d'anticiper parce que j'ai vu des sportifs de haut niveau qui arrêtaient leur carrière sportive pour des raisons personnelles et de chronomètre ou de résultats et qui ont eu une difficulté psychologique très importante parce qu'on vit tellement dans quelque chose qui est confiné, qui est exceptionnel, qui est emblématique et qui représente aussi bien sûr la partie hormonale du sport de haut niveau, que les dépressions ou les difficultés post-jeu existent. Et comme j'avais vraiment conscience et peur de l'après, je l'ai préparé. Donc effectivement, quand j'arrête mes études et que je me consacre 1 an à la natation à haut niveau, bah, je fais comme tout le monde, je cherche du travail. J'avais pas pour vocation forcément de rentrer à EDF. Je cherchais une entreprise qui pourrait employer mes compétences d'études à haut niveau facilement. Donc forcément, j'envoie des CV comme tout le monde. Je me dis, 1 an, on envoie des CV. C'était la moyenne quand je sors de mon DESS, c'est la moyenne pour trouver un emploi. Donc je recherche et EDF me contacte en janvier pour 2 emplois différents, 2 structures d'EDF qui me contactent, un Saint-Étienne et un Marseille. Et je leur dis, vous êtes super, c'est super intéressant. Mais là, je suis à l'aéroport, je pars en stage à La Réunion chez mon ancien entraîneur qui s'est installé à La Réunion. Donc, je vous rappelle en rentrant, si j'ai le temps. Et puis, alors, même si vous voulez me recevoir, il n'y a pas de souci. Mais alors, moi, je travaille pas avant octobre. Donc, partie de ce constat-là, finalement, pour eux, ça match quand même, malgré toutes mes contraintes. On fait des entretiens, on avance. Et surtout, je rencontre des gens qui sont prêts à me faire travailler indépendamment de mon handicap, indépendamment de mon résultat sportif, qui me disent bah, ok Banco, tu as expliqué que tu voulais arrêter, mais nous on aurait quand même pu t'accompagner si tu continuais le sport de haut niveau. Ils me l'ont proposé tout de suite parce que DF a des mesures exceptionnelles pour accompagner les sportifs de haut niveau. Mmh. Mais moi c'était pas mon choix. Je voulais vraiment mettre à profit mes études. Donc j'ai fait le choix de dire j'arrête tout de suite après les Jeux d'Athènes et je serai là à temps plein pour travailler avec vous. Et vous imaginez bien que des CV de personnes qui ont fait des études supérieures, qui en plus sont en situation de handicap parce qu'ils avaient une possibilité d'embauche que pour une personne en situation de handicap, et en plus qui a démontré pendant plus de 12 ans que j'étais capable de m'entraîner et de faire un effort pour réussir quelque chose, bah, ça fonctionne dans un CV, ça fonctionne super bien. Ouais, tu Donc avais c'est une vraiment, capacité de résilience énorme et c'est vrai que cette capacité de résilience, elle est très recherchée, je pense, j'imagine, dans les entreprises, ouais. donc c'est vraiment le sport qui a accompagné cette reconversion. Pour moi, au contraire, c'est les résultats de sport paralympique qui m'ont aidé plus facilement, à mon avis, à trouver un emploi. OK et du coup, justement, tu dis, alors EDF, comme tu le dis, on le voit, en fait, aujourd'hui aussi parce qu'ils communiquent beaucoup dessus, ils sont très accompagnés, les sportifs chez EDF. Pourquoi tu décides de t'arrêter en 2004 alors que tu sais que, le EDF peut t'accompagner justement et que ça sera potentiellement plus simple, plus facile pour ta carrière avec cet accompagnement derrière, cette sécurité, on va dire? C'est quoi ton Quand on, leitmotiv pour arrêter, quoi? quand on est au plus haut niveau, le plus dur, c'est d'y rester. Donc ça, c'était mon premier constat. C'est-à-dire, c'est pas que j'avais tout fait, c'est un peu ce qu'on peut dire. J'avais championnat du monde, championnat d'Europe, les Jeux. Je pouvais signer pour 4 ans. Sinon, si je re-signais, c'était pour 4 ans. Parce que je trouve que les Jeux paralympiques sont l'aboutissement d'une période paralympique de 4 ans avec championnat d'Europe, championnat du monde, et on s'arrête pas au milieu. C'était mon point de vue, hein. Re-signer pour 4 ans, c'était compliqué dans ma tête pour des raisons physiques, parce que forcément, quand on s'entraîne à haut niveau, eh ben, on a des endroits de son corps qui sont fatigués, qui ont du mal. Donc, c'était les tendinites au niveau de l'épaule, qui étaient importants dans mon quotidien. Et puis, j'avais besoin de vivre. J'avais besoin après avoir passé 10 ans entre les études et l'entraînement, j'avais besoin pour une fois d'aller boire un verre lors d'une soirée, et parce qu'on ne le fait pas quand on s'entraîne. J'avais besoin de rentrer après minuit, parce qu'on ne le fait pas non plus quand on s'entraîne. J'avais besoin de dormir le matin jusqu'à midi et de pas me lever pour aller nager très tôt tous les jours. J'avais besoin de poser ce maillot de bain. Voilà, j'avais une saturation, des allers-retours dans le bassin. Et puis surtout, c'était pour gagner 3 centièmes. C'est-à-dire, j'aurais pu maintenir mon niveau. Par contre, j'allais plus améliorer mes performances. Et ça, psychologiquement, c'était également difficile. Donc, j'ai fait ce choix en toute conscience, vraiment. Et puis, tout le monde me le dit aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on me dit, mais tu as arrêté tôt. Mais pour moi, c'était pas tôt. 24 ans, 11 ans de sport de haut niveau, on sait que quand on nage longtemps à un même rythme, à un moment donné, on peut maintenir son niveau, mais progresser, c'est encore difficile. Donc Ouais, non, ouais, j'étais complètement. vraiment sereine quand j'ai raccroché ce maillot de bain. Oui et puis finalement, c'est le bon moment, on va dire, parce qu'on en voit plein, comme tu dis, des sportifs. Après, peu importe leur envie et pourquoi ils le font, il y en a qui ça les dérange pas justement de baisser de niveau, ils le font parce qu'ils ont envie de continuer le sport. Mais c'est vrai que des fois, on en voit et nous, en tant que spectateurs, c'est vrai que chaque fois, on se dit: «Ah, c'est dommage, qu'il soit arrêté, plus tard» et c'est vrai que finalement, c'est le bon moment au sommet d'une carrière. Hem,
Du coup, alors, tout ton parcours, il est plutôt réussi parce que tu étais fiscaliste chez EDF, après manager, après chef de pôle ressources, pour terminer DRH d'une filiale, d'EDF. Alors c'est un super beau parcours de carrière, on va dire. Cette rage de gagner dans le sport, est-ce que tu t'en es servi au-delà du sport, donc dans ta carrière? Qu'est-ce que tu as utilisé? Est-ce que tu peux me dire si tu te souviens de choses que tu as pu utiliser, que tu as pu mettre en application, que tu avais apprises dans le sport, que tu as pu mettre en application dans ta carrière? Et est-ce que ça t'a aidé justement dans celle-ci pour monter les échelons, on va dire? Ça m'a aidé, puis ça m'aide toujours. J'ai énormément de points à chaque fois que je veux franchir une nouvelle étape ou passer un nouveau défi professionnel. À chaque fois que je me rappelle d'énormément de choses. Déjà, le sport de haut niveau nous permet de bien nous connaître. Qu'est-ce qui fonctionne en soi, qu'est-ce qui fonctionne pas, comment on a besoin de se préparer, quels sont les critères qui nous permettent d'arriver au succès. Ça, c'est super important pour moi. Je sais que je suis quelqu'un qui a besoin de préparer les choses, de ne rien laisser au hasard. Et ça, je me l'applique tous les jours au quotidien dans mon travail. Donc ça, c'est important. Quand on relève aussi un défi, j'ai vraiment un souvenir, un jour j'étais assise sur un banc, j'allais passer un de mes entretiens les plus importants pour mon premier poste de manager à EDF. J'avais rendez-vous avec le directeur, j'avais un quart d'heure d'avance, parce qu'on se prépare, hein, on arrive toujours en avance, on n'est jamais à la dernière minute en train de courir, c'est ma façon de faire. Hein. Chacun s'applique la sienne, et moi c'est la mienne. J'étais assise sur ce banc, et j'étais morte de trouille. Je vais vraiment employer ce mot-là, puisque je pense que j'avais du mal même à avancer. Donc je m'assois, et je me suis préparée comme une compétition. Comment j'ai canalisé mon énergie, comment je me suis mis dans ma tête une petite musique, c'est comme ça que je fonctionnais en chambre d'appel. J'avais besoin de me mettre une musique très motivante, très punchy, très dynamique pour me donner envie. Et comment j'ai fait de l'automotivation personnelle en listant tout ce qui fonctionnait chez moi, tout ce que j'avais réussi à faire jusqu'à aujourd'hui, et que finalement l'étape que j'allais franchir avec ce directeur était une étape de plus, mais il n'y avait rien de dramatique, et que j'étais capable de faire des choses et que j'allais essayer de lui montrer. Donc tout ça, on se l'applique au quotidien et je continue encore aujourd'hui. Et je pense que ce que le sport apporte en plus de la connaissance de soi, en plus de la capacité à préparer un événement, c'est l'entraînement. C'est quand on s'entraîne, on arrive à réussir quelque chose de plus, de mieux, de plus performant. Et ben on fait pareil dans le travail. On s'entraîne pour un discours, on s'entraîne pour préparer des éléments de langage quand je dois présenter les sports paralympiques. Je me suis entraînée pour fabriquer une formation pour faire connaître les parasports et ainsi de suite. On se prépare. Et c'est exactement comme ça que j'ai fonctionné dans ma carrière. C'est à chaque fois que j'avais un gros rendez-vous avec des syndicats quand j'étais DRH ou avec du personnel ou avec des managers. Quand on se prépare, quand on anticipe et quand on se donne les moyens de réussir, c'est quelques éléments clés qui servent autant dans la vie sportive que dans la vie professionnelle. Ouais, c'est hyper intéressant et inspirant parce que c'est vrai que cette capacité, en fait, comme tu dis, d'un sportif à... J'en parlais avec mon père qui a été aussi sportif de haut niveau, j'en ai parlé avec plein de sportifs de haut niveau et c'est vrai que chaque fois, même hors interview, il me dit, c'est vrai, on a une capacité en fait de travail, une capacité, et en fait c'est une continuité logique, on va dire, comme tu dis, dans le travail, et c'est juste des étapes de plus, et en fait cette capacité d'avoir eu cet entraînement tout le temps, en fait, c'est même plus une charge de travail finalement, c'est quelque chose de logique, et on l'a intégré en fait, et c'est une routine en quelque sorte, c'est hyper intéressant. Alors, donc à la fin de tout ça, tu finis par revenir au sport. Est-ce que c'était toujours resté au fond de la tête de revenir vers le sport après ta carrière au-delà du sport? C'est vraiment, les mots sont justes que tu utilises, c'est vraiment un retour au sport. Alors, j'avais jamais arrêté. D'abord, j'ai jamais annoncé à un niveau handisport en disant au championnat de France, c'est ma dernière compétition, merci, à bientôt. Pas du tout. Je suis toujours restée active. J'ai toujours une licence au club handisport Marseille. J'ai toujours des moments de partage avec mes collègues et je passe toujours en compétition quand je sais pas loin de chez moi. Je vais voir et puis surtout, il m'arrive même de mettre un maillot de bain et de faire des relais ou de faire des 50 mètres. Et j'ai toujours continué pendant ces 15 ans chez EDF à partager ma passion pour le sport, que ce soit auprès des personnes en situation de handicap chez EDF, en partageant un peu ma carrière, les éléments qui m'ont permis de réussir et comment j'ai réussi à dépasser certaines limites de mon physique au quotidien dans le travail. Donc, j'ai toujours œuvré pour développer la pratique sportive et la connaissance des personnes en situation de handicap dans mon métier. Et puis également auprès des écoles. J'ai fait pas mal de petites conférences. Quand on m'a appelé, à chaque fois, je réponds oui. Et c'est comme ça que je faisais déjà la semaine olympique et paralympique, sans savoir que c'était Paris 2024 qui avait enclenché le mouvement il y a 5 ans. Je participais puisque j'ai été sollicitée dans les écoles et je faisais la semaine olympique et paralympique dans les écoles depuis des années. Donc j'ai toujours gardé en moi cette volonté
de montrer ce qu'est le parasport, de montrer ce que sont les Jeux paralympiques, de montrer ce qu'on peut faire en situation de handicap. Parce qu'en fait, j'ai été marquée par l'enfance que ma maman a mis en place pour moi. C'est-à-dire qu'elle a réussi des choses exceptionnelles pour moi, mais elle s'est souvent retrouvée face à des murs, face à des interrogations, face à des moments de solitude. Et je trouve qu'aujourd'hui, si on peut accompagner toutes les personnes en situation de handicap, que ce soit de naissance ou par un accident, à aller vers le sport pour s'enrichir, pour bouger plus, pour développer des capacités physiques, eh ben, j'hésite surtout pas à le faire. Et ça, je le fais depuis des années. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à France Télévisions à Rio en 2016 comme consultante. C'est parce que comme j'aimais bien communiquer et parler, ben, ils ont pensé à moi. Et bien arrive Paris 2024. Ah, là, je me dis, mince alors, Paris 2024 se retrouve sur le territoire français pour la première fois. On organise les Jeux paralympiques d'été en France. Je refais un CV, j'étais à EDF, fallait que je change de poste parce que il fallait faire autre chose, c'était comme ça, c'est écrit comme ça qu'à des moments donnés, il faut pas rester trop longtemps dans le même emploi. Et en fait, ce jour-là, je fais 2 CV. Je fais un CV EDF habituel pour chercher un emploi spécialisé dans les RH, et je fais un CV un peu plus sportif que je commence à diffuser à mes connaissances dans le milieu paralympique. Et c'est là que je décroche le poste de DRH en novembre 2018. On me dit, allez, c'est bon, à l'été 2019, à avril 2019, on te prend comme DRH. Et à peine 6 mois plus tard, Paris 2024 me contacte, parce que c'est un petit peu plus long, le projet se développe doucement, en disant, bah, nous, parce que j'étais un peu en contact avec eux, faut dire, parce que je les accompagnais quand ils se posaient des questions sur l'embauche des personnes en situation de handicap. Clairement, ils m'appelaient et je leur donnais mon avis. Je disais, moi, je trouve que c'est super ce que vous faites. Ou au contraire, quand ils ont développé le label Handi Accueillant, je trouvais ça génial de mettre sur les annonces que c'est des postes Handi Accueillants. Enfin voilà, je les accompagnais dans le recrutement. Et un jour, ils me disent, ben voilà, il existe un poste et on pense qu'il est pour toi. Et là, ça faisait à peine 6 mois que j'étais dans mon poste de DRH. Pas facile de faire des choix. Et j'en parle à mon employeur et on prend la bonne décision qui est de dire, c'est un moment unique. Un moment où on va changer le regard envers les personnes en situation de handicap. On va changer le regard de tous les Français. On va accompagner tout le monde vers la pratique sportive supplémentaire. On va organiser un événement extraordinaire. On va faire bouger la France. Et je me suis dit que je pouvais, à mon niveau, apporter quelque chose. Donc c'est ce que j'ai fait. Me voilà embarquée dans la méga aventure de Paris 2024. Et justement, tes missions là, en tant que responsable intégration paralympique à Paris 2024, c'est quoi concrètement oui, concrètement, qu'est-ce que tu fais et vers quelles sont toutes les missions que sont l'intégration paralympique, on va dire, de Paris 2024? Le projet de Paris 2024, il se veut inclusif, c'est-à-dire qu'il organise au même niveau que ce soit les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Tout est conçu à la base comme similaire. Des lieux, les mêmes lieux, la carte des sites olympiques et paralympiques est quasi identique à un site près. Ce qui veut dire que comme ils font un dispositif complètement intégré, à un moment donné, il faut prendre en compte quelques spécificités paralympiques. Par exemple, pensez que dans le village olympique et demain paralympique, qui sera 100% accessible, il faut également inclure dans la phase paralympique des chiens guides d'aveugles. Il faut également, par exemple, un autre exemple, inclure le temps que prennent toutes les cérémonies de protocolaires dans la dimension paralympique, puisqu'il y a un volume de médailles plus important, puisque pour un 100 mètres nage libre, par exemple, ou un 100 mètres en athlétisme, on récompense chaque catégorie de handicap. Toutes ces dimensions-là, elles ne sont pas forcément connues de tout le monde et pas forcément connues de l'ensemble des organisateurs. Donc moi, je suis là pour ça. Je suis là pour accompagner les spécificités paralympiques dans la livraison de l'événement. Je suis là également pour parler de mon parcours de sportif de haut niveau paralympique. On a des médaillés olympiques et du coup, on a quelques médaillés paralympiques dont je fais partie. Et je suis également là aussi pour parler des nécessités liées au handicap. Dans mon équipe, une personne est spécialiste dans l'accessibilité de chaque site, que ce soit physique, numérique ou même simplement dans l'accompagnement de la dimension handicap. Et ben moi, je suis là aussi pour leur expliquer pourquoi c'est super important d'avoir un seuil de douche à 0 et pas à 0,5, à 0. Pourquoi c'est très important que les files d'attente, elles soient pas en pente quand on attend pour prendre des billets. Pourquoi il est impératif que tous nos sites numériques soient accessibles à tout type de handicap. Et comment on va avoir une stratégie de connaissance des Jeux paralympiques, parce qu'aujourd'hui, le public ne connaît pas les Jeux paralympiques, donc comment on va les faire connaître. Donc voilà, moi je suis en transverse de tout le projet, on me sollicite sur quasi tous les sujets pour dire dans la dimension Jeux paralympiques, qu'est-ce qu'il faut rajouter, ou au contraire, qu'est-ce qui est également identique et sur lequel on n'a rien besoin de rajouter. Ouais,
C'est hyper intéressant et puis il y a plein de choses comme tu dis, auxquelles on ne pense pas. Tu vois, tu as juste dit, tu as abordé une chose, les files d'attente, pas en descente. Ça paraît bête après quand tu le dis, mais c'est vrai qu'on n'y pense, pas du tout et je pense que ça va être difficile. Il y a aussi plein de trucs j'imagine, mais c'est au-delà même de ça, mais auxquels je pense moi, c'est dans Paris. Alors j'ai déménagé il y a pas longtemps et je suis allé chercher des meubles, bon pour la petite histoire sur le bon coin, à droite, à gauche, à l'autre côté de Paris et quand je monte tous ces escaliers et tout, chaque fois, je me dis: «Mais une personne en fauteuil roulant, mais comment elle fait? C'est impossible, quoi, à part la ligne 14, à part la ligne» et ça va être un vrai, je pense, défi aussi parce qu'au-delà même des infrastructures, juste au-delà du sport, il y a au-delà de ça. Est-ce qu'on vous contacte, la RATP ou d'autres services vous contactent aussi pour qu'il y ait de l'intégration, aussi au niveau des infrastructures au-delà du sport? Alors oui, il y a un travail collaboratif entre tous les acteurs du transport et Paris 2024. Donc c'est des groupes de travail qui existent en externe, c'est-à-dire entre Paris 2024 et tous les acteurs qui vont transporter le public, hein, puisque nous, on est responsable du transport des personnes qui sont accréditées, c'est-à-dire qui sont dans l'organisation des Jeux et dans la vie des Jeux olympiques et paralympiques. Et tous nos interlocuteurs externes, eux, ils sont en charge du transport du public. Donc il y a un vrai sujet qui est comment on accompagne le public de site en site pendant les Jeux olympiques et pendant les Jeux paralympiques, parce que qu'on soit olympique ou paralympique, on a pour ambition d'accueillir des spectateurs en situation de handicap, et il y en aura même plus pour les Jeux olympiques, puisque le nombre de billets vendus pour les Jeux olympiques est bien plus important que pour les Jeux paralympiques, ce qui suppose qu'il y aura plus de personnes en situation de handicap qui seront spectateurs aux Jeux olympiques qu'aux Jeux paralympiques, parce que le pourcentage de spectateurs est le même, en situation de handicap, sauf qu'il y a plus de billets pour les Jeux olympiques parce qu'il y a plus de compétitions, plus de sites, donc forcément il y a plus de place. Donc oui, il y a un vrai défi d'accompagner toutes ces personnes pour vivre l'expérience des Jeux par le transport public. Donc toute la question, elle est comment on accompagne pour compléter l'offre qui existe dans les transports souterrains pour des personnes, par exemple, qui sont déficientes visuelles qui peuvent transporter par le métro, les personnes en fauteuil roulant, à part la ligne 14 et quelques lignes qui pourront, avec quelques stations qui pourront, et c'est le projet en cours, être aménagées. Pour autant, tout le transport ne se passera pas du tout par le transport souterrain pour les personnes en situation de handicap. Donc c'est comment nous on accompagne avec la RATP, avec la SNCF, avec tous les transporteurs, comment on accompagne un transport supplémentaire en surface pour aider les gens à vivre l'expérience. Après, qu'on soit en transport souterrain ou en transport en surface, c'est pareil. Oui, Moi, l'important c'est d'y arriver. exactement. Moi, je suis une fan du bus, faut être clair, hein. Moi, quand je regarde l'application Google, je commence par regarder en métro, mais effectivement, il faut que je monte X escaliers, que je redescende X, c'est fatigant. Et ben ensuite, je regarde le trajet en bus, et puis souvent, je fais un compromis. Je fais jamais de changement de métro. Je fais bus plus métro, ou souvent, je fais que bus. Parce que des fois, je perds que 10 minutes, mais je suis assise, je profite du paysage parisien, et surtout, je ne suis pas fatiguée. Oui, complètement et puis c'est de plus en plus aménagé aussi pour les bus, donc il y a plein de systèmes qui se mettent en place aussi pour le transport, mais c'est vrai que c'est important et alors, j'ai lu justement que tu parles pour reparler des JO et des Jeux paralympiques, donc je parle des JO, mais des olympiques et des paralympiques. Tu disais que c'était comme la même chose, c'était les 2 faces d'une même pièce, les 2 mi-temps, d'un même match. Il y a 2 semaines, donc on a annoncé que pour la première fois dans l'histoire du sport, français, tous les athlètes, ils étaient réunis, ils font partie de la même, équipe unifiée pour Tokyo déjà 2020, avant Paris 2024, donc j'imagine Paris 2024, ça sera la même chose. Les choses avancent, donc c'est cool. Du coup, quel impact tu penses que cette décision elle aura? Et et même je vais aller plus loin, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui peuvent être mises en place? Mais là, ça va beaucoup plus loin, comme, réunir par exemple, tu disais, c'est séparer donc, les jeux olympiques et les jeux paralympiques et réunir même des disciplines au même moment, les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Tu vois, moi, je pense à plein de choses, mais même avoir, par exemple, sur le 100 mètres, une journée 100 mètres où tu as le 100 mètres olympique, le 100 mètres paralympique, et comme ça, il y aurait la même visibilité exactement pour les deux compétitions, tu vois. Voilà. Mais ma première question, c'était quel est l'impact, tu penses que justement cette décision de réunir, d'unifier ces deux équipes en e-sport et l'équipe olympique para et valide ensemble, qu'est-ce qu'elle a, cette décision? Alors déjà, en tant qu'ancienne athlète, c'est génial. Si hier, on m'avait dit que je préparais les Jeux d'Atlanta, de Sydney ou Athènes avec une équipe de France unifiée, j'aurais été la plus heureuse des athlètes au monde. Parce qu'on donne une visibilité exceptionnelle aux athlètes paralympiques qui est peu connue. Quand on connaît le projet de Paris 2024 et qu'on lit tout ce qu'on a pu écrire jusqu'à présent, on trouve que c'est une évidence. C'est une évidence que dans notre vision d'avoir justement les deux faces d'une même pièce, c'est une évidence d'avoir une même et unique équipe, puisqu'on a le même niveau d'ambition et d'exigence et la même conviction pour les Jeux olympiques et paralympiques. Donc ça paraît évident que cette équipe, elle était unifiée.
Ce que ça apporte, pour moi, ce qui est exceptionnel, c'est que ça apporte une visibilité aux athlètes paralympiques. Là où on connaît Teddy Riner, demain, grâce à cette équipe unifiée et ces binômes qui seront créés pour partager et parler ensemble de leur sport, on On connaîtra connaîtra Sandrine Sandrine Martinet. Martinet. On est d'accord. Et ainsi de suite. Donc ça leur donne une visibilité et ça leur donne aussi un accès à des choses finalement qui étaient peut-être moins présentes. Alors, plus présentes qu'hier, mais encore moins présentes pour tous les sports paralympiques. C'est de dire, même équipement, même accompagnement, même préparation médiatique, même visibilité, c'est exceptionnel. C'est comment on a montré que ce qui est commun en eux, en fait, c'est l'ADN du sport. Les athlètes en soi, souvent ils s'entraînent déjà ensemble. Souvent en triathlon, ils font déjà des binômes, en tandem, avec leur guide. Dans les phases d'entraînement en compétition, ils ont déjà tous ces moments privilégiés où ils se connaissent déjà, où ils ont cette même passion pour le sport, cette même performance, ce même entraînement, tout est pareil finalement. La seule différence, c'est qu'en athlétisme, il faut un fauteuil pour accompagner la pratique, et puis forcément, un fauteuil d'athlétisme en marathon, ils vont plus vite, et ainsi de suite. Donc il y a des différences sur la technique de la pratique sportive, sur la classification, sur tous ces éléments spécifiques aux Jeux paralympiques, mais par contre, sur le niveau d'entraînement, sur l'accompagnement, sur les besoins du sportif, c'est les mêmes. Donc c'est cette passion commune qui est évidente aujourd'hui déjà dans le quotidien, qu'on partage dans la presse et dans l'accompagnement qu'on leur offre. Et ça, c'est génial. Ça paraît évident. Après, tu vas super loin en disant, effectivement, pourquoi dans ce cas-là, on n'organise pas des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques en même temps. Alors la raison, elle est multiple. La première raison, c'est que quand on veut organiser un événement qui réunirait 15 000 athlètes, parce qu'aujourd'hui, on a 10 500 athlètes olympiques et 4 350 athlètes paralympiques. Si on fait un seul et unique événement, ça veut dire qu'on réunit 15 000 athlètes. Et là, on n'a pas parlé d'entraîneurs, on n'a pas parlé de l'accompagnant, on n'a pas parlé du matériel. Donc là, on surdimensionne une compétition qui nécessiterait de multiplier par 2 les infrastructures. Et aujourd'hui, c'est pas le projet des jeux comme Paris 2024 qui sont des jeux durables, responsables et qui ne nécessitent pas des moyens hors normes. Typiquement, créer X bassins supplémentaires pour accueillir les Jeux olympiques et paralympiques, c'est pas envisageable. Multiplier les transports, parce que forcément, si on transporte 10 500 athlètes, on multiplierait les transports correspondants pour les déplacer. Donc ça, c'est pas responsable et c'est pas durable et ça demanderait des infrastructures bien plus importantes. Donc ça, c'est une des premières raisons vraiment qui est pure logistique et moyen. Et puis également, on ferait des choix. Au lieu de déplacer 15 000 athlètes, est-ce qu'après, il n'y aurait pas des choix du nombre d'athlètes possibles qui peuvent participer aux Jeux? Et là, dans ce cas-là, ça dessert l'athlète olympique ou paralympique parce qu'on réduirait le nombre de participants. Et surtout, il y a aussi une question aujourd'hui de visibilité. Aujourd'hui, si demain on fait une compétition, la preuve, je vais parler de Roland-Garros. Un exemple pour moi qui a été très marquant cette année. On a parlé des résultats des athlètes de Roland-Garros valides. Est-ce que tu as vu quelque part dans la presse les résultats des athlètes de tennis fauteuil qui ont concouru dans la même période sur le stade d'à côté? Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Pas des moindres, Donc ouais. on prouve bien que quand qu'on pousse simplement la compétition en même temps sans mettre en valeur par l'organisation, puisque nous c'est ce qu'on fera à Paris 2024 avec l'équipe de France, c'est ce qu'on fait, on met en valeur l'athlète paralympique. Mais si on ne le fait pas nous, dans la compétition, les médias s'intéressent pas aux résultats des athlètes paralympiques. Donc si on veut faire vivre le mouvement paralympique encore dans X années à venir et permettre de se développer dans des pays où il est très peu développé, on a une obligation de montrer la compétition paralympique en elle-même. Et c'est pour cette raison qu'il est important et que le mouvement paralympique défend ce mouvement, et le CPSF aussi, de dire on veut aussi que l'événement, la compétition, elle ait sa propre visibilité juste après. Et alors pourquoi 15 jours entre les deux? C'est une question de logistique. C'est comment on prépare tout pour que tout soit prêt pour la compétition Le jour paralympique. J. Ouais, c'est hyper intéressant. Je pensais vraiment, tu vois, que associer les deux, ça pouvait mettre en visibilité, mais tu as raison, en fait, les médias font leur choix après dans ce qu'ils diffusent. Et puis, alors, il y a aussi autre chose, au-delà de ça, il y a la sensibilité de la population au handisport. Et tu vois, j'en parle, bon, encore pour parler de l'épisode avec Trésor Makunda, mais même avec Gauthier Simounet, qui est guide handisport, qui a été son guide et qui a été guide aussi d'autres athlètes. À Londres, ils ont vu un engouement de la population qui était quasi le même. Alors moi, je pense, j'ai ma petite idée, je pense que c'est dû au pari sportif et qu'on puisse parier sur les sportifs autant valides que handisport. Du coup là-bas, comme ils peuvent parier sur tout, et ils s'intéressent aussi au handisport de fait et ils sont très fanats de sport, peu importe les disciplines. Mais ils ont vu un engouement tel, ils en croyaient pas leurs yeux. Ou Trésor, il me disait qu'à la fin de la cérémonie, il pensait que personne l'attendait et tout ça, et qu'il y avait une fête pour lui énorme de plein de gens qui connaissaient pas. Et il se dit, en fait, tout le monde connaît mon nom alors que je suis un étranger
l'étranger. En France, c'est pas la même chose. Et justement, j'imagine que pour Paris 2024, le but, c'est aussi que toute la population française, même au-delà des spectateurs à l'international, soit sensibilisée à ça. Mais comment on sensibilise une population entière au handisport? Quelles sont les actions pour sensibiliser ça? Effectivement, notre ambition, c'est bien au niveau de Paris 2024, c'est d'arriver à sensibiliser toute la population pour qu'en dans 3 ans et demi, on connaisse autant les sports olympiques que les sports paralympiques. Donc on a un vrai défi, on a 3 ans et demi pour le faire. On fait le choix de dire de ne pas commencer trop tôt parce qu'après on oublie tout ce qu'on apprend, on oublie, donc on va faire connaître pendant cette période parce que pour moi ça passe par plusieurs sujets. Déjà, la première chose, c'est faire connaître l'existence des parasports et qu'est-ce que c'est qu'un parasport et quels sont les 22 sports paralympiques aux Jeux. Et si on veut faire connaître les parasports, il faut aussi qu'on parle un peu de classification. Parce que je sais pas toi, mais quand je regarde une compétition auquel je ne comprends pas les règles du jeu, je finis par aller cuisiner ou faire autre chose. Par contre, quand j'arrive à bien voir le hors-jeu, ce qui est assez rare, ou que je comprends vraiment la stratégie du rugby qui permet à l'équipe de tirer le ballon à l'extérieur et pourquoi elle a tiré le ballon à l'extérieur, quand on comprend bien la stratégie de la discipline, on a envie de la regarder. Donc on va passer aussi par une compréhension de la classification pour que les gens y comprennent ce qu'ils voient. Donc on va faire tout un travail de communication sur le sujet. Et surtout, et là c'est le rôle de chacun, il n'y a pas que Paris 2024 qui pourra être acteur pour faire connaître les parasports, et il y a également tous les médias, on a tous un rôle à jouer, c'est que chacun s'intéresse au niveau des médias à chaque athlète, parce que quand on suit un fan, je sais pas toi, mais moi quand on me parle de Teddy Riner, quand on me parle de Kylian Mbappé et ainsi de suite, quand on me parle d'un athlète de haut niveau sur lequel j'ai du respect pour ses performances, ben, j'ai envie de le suivre. J'ai Mhm. envie de voir ce qui se passe aux prochaines compétitions mondiales, aux prochains Jeux olympiques et paralympiques. Donc on a pour objectif de faire connaître nos athlètes et c'est pour ça qu'on a fait une équipe de France unifiée, que tous nos athlètes paralympiques, qu'on arrive à suivre qu'est-ce que va pouvoir faire David Smetanine, comment lui qui est en même temps candidat au poste de porte-drapeau pour les Jeux paralympiques, comment il va pouvoir porter les valeurs qui sont les siennes au niveau paralympique, puis également réussir sa énième participation aux Jeux paralympiques de Tokyo et quelles sont ses ambitions pour cette compétition et ainsi de suite. Donc, quand on suit un fan, quand on accompagne les sportifs, eh ben, on est encore plus intéressé par suivre la compétition. Donc, il va falloir qu'on fasse connaître tout ça, et c'est pour ça qu'on a besoin également des médias. Il y a un dispositif qui aura lieu, qui s'appelle Jouons ensemble, qui aura lieu la semaine du 17 au 23 mai, dans lequel justement le secrétariat d'État aux personnes en situation de handicap et le CPSF s'associent pour accompagner les médias à parler plus de parasport et à donner plus de visibilité. Et à mon sens, j'avais jamais eu cette dimension sur la partie dimension Paris sportif à Londres, mais il y a également une réussite pour les Jeux de Londres qui ont été la campagne de communication de Channel 4 qui a été faite et qui a été assez marquante, qui a été assez dynamique et puis assez sensibilisante dans les images. Les images, je sais pas si tu l'as déjà regardé, Non, bah je mais regarderai après justement, mais ok. la campagne des super-héros, elle marque. Elle marque parce que c'est des choses qu'on n'a pas Ah oui, ça me dit l'habitude quelque de chose, la voir. campagne des super-héros, tout à Ouais, fait. Ouais, elle est exceptionnelle. Et ça ouais. a contribué à la réussite. Donc, il y a également cette campagne de communication dans les médias et dans ceux qui auront les droits de diffusion des Jeux paralympiques en France, un rôle à jouer pour justement montrer la performance sportive. Alors, nous en France, on n'est pas sur le super-héros. C'est pas notre ADN de dire que l'athlète paralympique ou l'athlète olympique est un super-héros, pas forcément. Mais par contre, il est inspirant. Cet athlète olympique et surtout l'athlète paralympique est inspirant par son histoire. Parce qu'au-delà de sa performance sportive, il a une histoire individuelle qui fait qu'il se retrouve dans un bassin, sur une piste d'athlée. Parce que moi, je le dis souvent, pour moi, j'ai mis ma colère. J'ai mis ma colère de l'incompréhension de mon handicap dans les allers-retours dans cette piscine. Cette colère, j'en ai pris une force et c'est comme ça que j'ai pu faire des performances à ce niveau-là et durer autant d'années. C'est que j'ai mis toute ma colère sur mon handicap, sur ma difficulté au quotidien pour aller faire du patin à glace. Et encore, je fais du patin à glace. Qu'est-ce que je fais pas? Peut-être de l'escalade. Voilà, c'est cette colère sur certaines choses que moi je peux pas faire parce que c'est pas facile à une main et à une jambe de faire de l'escalade, même si je pense que si on réfléchissait bien, on pourrait y arriver. Mais cette colère-là, je l'ai mis dans l'eau. Et du coup, je peux inspirer d'autres personnes. Comment j'ai transformé cette énergie en réussite sportive? Comment j'en ai fait une force? Comment aujourd'hui je suis capable de te parler dans un podcast et auquel tu t'intéresses au sport paralympique? C'est super, c'est génial. Comment j'ai réussi à participer à Fort Boyard en 99 et ainsi de suite. Donc ça, on peut accompagner les gens qui ont besoin d'être inspirés pour faire quelque chose de plus et pour aller vers le sport. Je pense que c'est ça qu'on pourra faire en 3 ans. Ouais, complètement. Et puis le fait de s'inspirer, comme tu dis, c'est que toutes les gens peuvent s'identifier. Du coup, tout le monde pourra s'identifier à ces athlètes, qui soient, quand je dis tout le monde, qu'ils soient valides ou non, c'est que n'importe qui peut s'identifier à une histoire et c'est hyper intéressant. Donc le temps avance, on a bien avancé.
Si j'ai bon, j'ai deux petites questions, on va dire ça. Alors une première, c'est, est-ce que tu as déjà des projets au-delà de 2024 ou tu penses pas du tout pour le moment, tu es fixé sur ça? Ou est-ce que tu te dis: «Bon, on continuera dans le sport, à fond» Non, ou je sais rien, qu'est-ce je me suis pas du tout en fait, je me suis pas posé la question parce que déjà, je trouve que l'étape d'organiser 2024, c'est tellement immense. J'ai vraiment l'impression qu'on est en face d'une colline à franchir et du coup, j'ai l'impression d'être au milieu de la colline, hein, et pas du tout au sommet. Donc je me dis quand je me sentirai que je suis au sommet, je réfléchirai à ce que je veux faire après parce que maintenant, je sais ce que j'aime, ça c'est sûr. J'aime les gens, j'aime la communication, j'aime le parasport, j'aime, développer le regard, j'aime beaucoup de choses et je sais ce que je n'aime pas. Donc je réfléchirai, je me dis 2023, on verra 2023. D'accord. Hem et enfin, ma dernière question, c'est une des questions habituelles que je pose. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui rêve de l'impossible? Alors on est dans les jeux donc c'est pas impossible puisque tu l'as fait, mais d'une médaille olympique, qui rêve, qui veut atteindre ses objectifs et qui veut atteindre son rêve. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Quel conseil tu pourrais lui donner? Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est déjà, que je dis toujours, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire que déjà, c'est à la personne de se mettre en œuvre des moyens, ou en tout cas d'essayer de s'entraîner pour voir si la compétition de haut niveau, elle peut marcher. Ça, c'est une première étape. Teste-toi. Et il existe un programme qui s'appelle La Relève, si on parle des Jeux paralympiques. Le CPSF a mis en place la 2e saison de La Relève pour identifier des potentiels athlètes de haut niveau pour les sports paralympiques. Donc déjà, entraîne-toi, regarde quels sont les sports que tu aimes, et puis franchis la première étape qui est d'aller voir un club handisport, le CPSF, pour voir si son projet personnel peut marcher. Et puis après, bah, fais-toi accompagner, parce que forcément, un sportif de haut niveau tout seul, ça marche pas. Fais-toi accompagner par une structure, par un kiné, par une famille, par du monde, pour accompagner à réussir cette première étape, qui peut être par exemple une médaille d'or au championnat de France. Et moi, je conseille toujours d'y aller par étapes. C'est super d'avoir des rêves hyper ambitieux, mais typiquement, si j'avais rêvé d'être chirurgien et qu'on m'avait laissé faire, je pense que le réveil il aurait été douloureux à un moment donné. Donc, il faut juste regarder ses propres capacités et se dire, bah, bien sûr, avoir des ambitions plus hautes, parce que pour moi, rien n'est impossible. Mais par contre, il faut avancer par étapes pour se dire, bah, je peux faire ça, je m'entraîne, je me donne les moyens. Et surtout, moi, j'ai une vraie valeur qui dit, c'est jamais la faute des autres, c'est la mienne. C'est-à-dire que j'attends pas que les autres franchissent les étapes à ma place, j'essaye moi. Et si j'échoue, c'est parce que je n'ai pas réuni les bonnes conditions. Voilà, c'est pas un problème indépendant de ma volonté, c'est moi qui ai essayé. Et quand ça marche pas, bah, j'ai raté quelque part. Mais c'est moi qui le fais, c'est pas les autres. Oui, complètement. Et puis c'est en faisant qu'on apprend, et du coup, y aller par échelon. Bah, merci beaucoup, c'est très inspirant et merci pour tout cet échange et cette discussion. J'espère que ça inspirera, toutes les auditrices et auditeurs de l'épisode, j'en suis sûr. On a appris beaucoup de choses et puis à très bientôt. Du coup, on va suivre déjà ces Jeux de Tokyo et puis cette organisation des Jeux de Paris 2024. On a hâte. Et puis merci à toi parce que j'ai jamais eu la chance d'avoir un profil aussi bien préparé avec autant de justesse dans tout ce qui a été dit. Merci beaucoup, Renan. Merci beaucoup les divines, à très bientôt. Merci. Et voilà, l'épisode est déjà terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu et inspiré autant qu'à moi. Alors je me répète, mais n'hésitez pas surtout à me suivre sur les réseaux, me faire vos commentaires, vos retours et me donner vos idées d'invités pour les prochains. Sur Instagram, 2 comptes à suivre, donc c'est @lcds comme la clé du succès, .podcast.sport et mon compte perso @bronchard-mikhailov. Je suis assez actif aussi sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Ensuite, pour convaincre des invités toujours aussi inspirants, j'ai besoin de votre aide pour partager le podcast autour de vous, sur les réseaux sociaux aussi, mettre des notes sur Apple Podcast, vous abonner sur Spotify, plein de choses qui peuvent m'aider et me supporter dans cette aventure du podcast. Enfin, je remercie Salomé Puig et Félix Fatalo qui m'aident pas mal sur le podcast et qui vont permettre à celui-ci d'être écouté de partout. Allez, salut!